Bonjour à tous. Désolée déjà pour commencer pour ces 3 petites minutes de retard. Au moment où on a cliqué sur l'événement, j'ai eu l'écran bleu sur l'ordinateur, donc j'ai dû tout redémarrer. Donc bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà 31 participants. J'espère qu'on n'en a pas trop perdu avec notre retard. Donc avant de commencer, déjà très belle et heureuse année, à vous tous. On est heureux de vous voir, assez nombreux. On a à peu près 70 participants au webinar, donc on verra combien on aura de personnes qui seront vraiment connectées. Donc il y a Raphaël qui vient de se connecter avec moi. Bonjour Raphaël. Bonjour à tout le monde. Donc on va animer tous les 2 ce webinaire. Donc promis, on va essayer de tenir le timing puisqu'on a 45 minutes. Donc comment ça va se dérouler? On va vous présenter du coup les 6 techniques de gamification en 30 minutes et puis après on va faire beaucoup de questions-réponses. Donc Raphaël et moi, on a énormément travaillé et lu, beaucoup de choses sur la gamification puisqu'on se pose aussi beaucoup de questions nous-mêmes, sur la création de nos contenus de formation. Pour nous, la gamification, alors on a compris vraiment, pourquoi est-ce que c'est important, mais je pense que c'est bon de le rappeler quand même, comment est-ce que nous aussi on perçoit, la gamification. Ça nous permet de répondre à différents enjeux. Dans un premier temps, ça va être, de pouvoir, je dirais, donner envie aux apprenants d'aller jusqu'au bout de leur formation, donc d'augmenter les taux de complétion. Ça va permettre aussi de les fidéliser, donc de revenir, d'avoir envie de se reformer aussi chez nous, de suivre d'autres formations que vous proposez, de votre côté. Et puis surtout, ça va favoriser, l'ancrage des connaissances. Donc on parle en ce moment beaucoup, beaucoup de gamification de plus en plus et dans tous les sens, mais vous allez voir à travers les 6 techniques qu'on va vous proposer aujourd'hui, on parle vraiment de gamification. On ne va pas revenir sur de la gamification, je pose un quiz, un QCM, c'est une gamification. Non, on va vraiment aller, sur des choses quand même un peu plus poussées. Donc il existe beaucoup, beaucoup de techniques de gamification aujourd'hui, mais encore une fois avec Raphaël, on ne pouvait pas, vous en présenter, 50, en, 45 minutes. Donc on a vraiment sélectionné les 6 qui nous paraissaient les plus, pertinentes. Donc je vais commencer par vous partager mon écran. Vous me direz donc avec moi, on a également, Andrea qui est avec nous, qui va servir, de modératrice et répondre aussi à toutes les questions. Donc la zone de chat est bien ouverte. N'hésitez pas à l'utiliser dès que vous avez des questions, que vous voulez rebondir sur des choses qu'on va vous présenter. Alors je vais vous partager donc mon écran. Hop. Raphaël, tu me dis quand tu vois bien mon écran de ton côté. Je vois bien l'écran. Tout est bon de OK, mon côté. super. Parfait. Donc c'est parti. Donc les 6 techniques pour gamifier vos formations. Donc déjà, on ne s'est pas présenté. Donc pour ma part, donc je suis Betty, la fondatrice donc d'Innov Academy. Mon expertise, c'est vraiment toute la partie conseil en stratégie digital learning. Et puis donc avec moi, j'ai donc Raphaël. Raphaël, je te laisse te présenter. Pour ma part, ça fait 1 an et demi que je suis chez Innov Academy et j'interviens principalement sur de la gestion de projet, en relation avec nos clients, donc tout ce qui va être création des synopsis pédagogiques et le suivi, mais également sur la partie marketing et marketing de formation. Parfait. Alors déjà pour commencer, premier petit jeu pour vous. On va vous demander d'utiliser la zone de chat. Je mets mon chrono en route, donc vous avez 30 secondes. À partir de cette image-là, vous devez trouver l'énigme, c'est-à-dire que c'est une phrase. Donc regardez bien l'image et vous devez trouver à quoi ça fait référence. Qu'est-ce que veut dire cette image-là? Donc on va dire que c'est comme si c'était plusieurs rébus superposés, condensés. Il vous reste 15 secondes, 10 secondes, 3 secondes et stop. Alors voyons voir un peu tout ce que vous avez, tout ce que vous avez pu mettre. Je viens dans la zone de chat. Donc on a tous les chemins mènent à Rome. C'est pas mal, c'est pas mal. Capitale italienne, pourquoi pas. Labyrinthe, tous les chemins mènent à Rome, Italie, tous les chemins mènent à Rome. Alors je regarde et bien personne, hélas, n'a trouvé la bonne réponse. Je vous passe tout de suite la réponse. Donc il s'agissait de la route du Rhum. Pourquoi? Si je vous remets juste l'image, les pointillés en bas font appel à tout ce qui est, la route, les pointillés.
Et Rome, bon voilà, sinon c'est beaucoup trop simple, c'était, la route du Rhum. Donc voilà pour commencer, ce webinaire-là, on voulait vous présenter, je dirais une première façon de gamifier un petit peu vos formations à travers des icebreakers ou des façons un peu plus ludiques, de jeux qui n'ont rien à voir avec les thématiques qu'on va voir, même si on est bien dans la gamification. Mais je tiens tout de même à dire, Betty, que j'ai trouvé que tous les chemins mènent à Rome étaient très bien trouvés, pour le coup Ouais, également. c'est vrai, c'est vrai. On verra si on vous remet quand même un lot pour ceux qui ont mis ça. Donc en 1, 1 technique de gamification. Tout d'abord, c'est la compétition. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez très certainement déjà, entendu, parler, même si aujourd'hui, c'est quand même très rarement mis en place, en fait, au sein des entreprises. Ou alors on n'en fait rien du tout. On dit qu'il y a une gamification, une compétition dans le jeu, mais derrière, il y a rien qui se passe. Donc là, c'est vraiment à vous, organismes de formation, universités, entreprises, de venir à un instant T, à la fin de la compétition, de faire un post, de reconnaître les personnes qui ont vraiment gagné la compétition pour valoriser. Donc la compétition, c'est quoi? Donc c'est vraiment amener vos apprenants à s'affronter et se comparer afin de déterminer qui est le meilleur selon des critères que vous allez évidemment définir. On peut avoir, je dirais, plusieurs niveaux également de compétition. Vous allez avoir un premier niveau au niveau individuel. Donc, c'est vraiment une mise en compétition entre les apprenants. Donc, par exemple, on peut avoir sur un défi, je ne sais pas, plusieurs questions qui vont passer au hasard en un temps défini, un maximum de bonnes réponses à trouver. Et je vais pouvoir dire, bah, je veux affronter, une fois que j'ai répondu à ce questionnaire-là, je veux affronter Raphaël. Et Raphaël va avoir les mêmes questions que moi. Et à la fin, une fois qu'il aura complété ce questionnaire-là, on va voir si c'est Raphaël ou Betty qui a gagné. Évidemment, ce sera Betty. Ensuite, on peut avoir évidemment des compétitions plutôt au niveau groupe. Donc ça va dépendre aussi de votre formation, de l'enjeu que vous allez avoir. Vous pouvez très bien lancer des formations avec des compétitions vraiment par équipe, par service, par département. Donc ça peut être aussi très intéressant plutôt que de jouer uniquement sur l'axe individuel qui aujourd'hui est le plus connu. Et puis, vous pouvez avoir, ça c'est assez connu aussi, des compétitions d'un point de vue, structure, des centres d'opération, des filiales, différentes, BU. Des fois, il y a souvent aussi des compétitions, interentreprises, que ce soit de sport, enfin voilà, c'est assez connu. Mais c'est des choses qui peuvent se faire aussi, je dirais vraiment dans le cadre de formation pour avoir cette simulation d'un point de vue collectif et beaucoup moins individuel. Vous pouvez aussi évidemment utiliser tout ce qui est compétition, lors de vos formations, hein, que ce soit asynchrone ou synchrone, hein. La compétition, on peut vraiment la mettre partout. Là, c'est évidemment un exemple, où là, on leur avait demandé aussi de trouver des surnoms et puis à chaque fois qu'on passait des quiz en revue, on leur montrait qui était toujours dans le top 3 jusqu'à la fin de la formation, ce qui permet vraiment de les engager, de les fidéliser jusqu'au bout et de rester attentifs au maximum. Je laisse la parole à Raphaël pour, la deuxième technique de gamification. Et la deuxième technique, c'est les concours. Donc on a choisi de le mettre juste après la compétition pour montrer à la fois les similarités, mais également les différences, puisqu'on peut très souvent les confondre. Mais là où la compétition va vraiment consister à faire affronter différents apprenants directement, le concours, mais est-ce que tu veux bien passer la slide, s'il te plaît le concours va permettre de tester les compétences des apprenants sur différents sujets pour récompenser ensuite les meilleurs. Quel type de concours maintenant nous pouvons faire? Donc, nous avons classifié, nous avons tenté de classifier un peu les types de concours en les distinguant selon l'engagement qu'ils prennent pour les apprenants, à savoir dans un premier temps un engagement assez moindre, où pour participer au concours, il suffit de s'inscrire et la récompense se donne en tirage au sort, mais ça peut être également pour participer au concours de taguer des collègues, par exemple sur des réseaux sociaux d'entreprise tels que Workplace, repartager des communications du service formation ou aussi parrainer. Donc là, on vous invite aussi à vous inspirer fortement des concours qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux tels que sur Instagram, par exemple, pour ensuite nous les appliquer à l'échelle du service formation. À un niveau d'engagement un peu plus élevé, on retrouve des concours qui vont demander certaines réalisations, accomplissements de certaines tâches. On pense bien évidemment à la complétion de formation. Ça peut être par exemple les 5 premiers apprenants qui ont terminé le nouveau parcours de formation sur tel sujet vont gagner un prix, mais ça peut être également des concours sur des quiz plus larges. Donc ça va être également des challenges. Et enfin, on a distingué vraiment des concours qui vont demander
davantage d'engagement, à savoir, par exemple, qu'on va appeler des concours création, où par exemple, on va demander aux participants de partager les meilleures anecdotes sur un sujet, ou également de créer les meilleures photos, vidéos sur un sujet, par exemple dans de nouveaux locaux ou sur le lancement d'un produit. Ou pour des formateurs internes, ça peut être aussi pour récompenser les meilleures formations créées et suivies. Je vois une question de Karine qui demande quel type de récompense donner, et ça va venir juste après dans une autre technique qui permet de faire le lien avec les concours, donc ça arrive. Merci Raphaël. Juste pour compléter par rapport à ça. C'est bon, parle. Si, c'est bon. L'idée par rapport à ce que Raphaël disait, c'est de coller, je dirais, au maximum aussi des habitudes des apprenants. Quand on parle de taguer, de parrainer, etc., ça rappelle un peu, je dirais, en effet, tout ce qui est. T'es sur mute. Pardon, vous m'entendez? C'est bon? Donc je disais, juste pour revenir sur ce que Raphaël nous disait, l'idée, c'est vraiment de recoller aux habitudes, aux usages, des apprenants. Donc tout ce qui est le rapport avec Instagram, on retrouve beaucoup de jeux concours où ils doivent taguer une personne, republier et cetera. C'est des choses que vous pouvez aussi faire, justement sur vos plateformes, LMS, mais aussi sur vos réseaux sociaux d'entreprise. C'est vraiment des habitudes quotidiennes, que bon nombre, aiment et font, sur Instagram. Donc essayez vraiment de coller au maximum à ça. On va passer à une des 3e techniques, ce sont les badges. Alors aujourd'hui, on parle vraiment des badges, pareil, il y en a un peu, dans tous les sens. Maintenant, ce qui est important, c'est de citer quel type de badge vraiment est-ce que vous voulez mettre en place? Puisqu'aujourd'hui, il en existe plusieurs, donc c'est à vous de définir cette stratégie-là et justement, on va voir, différents badges qui sont possibles. Donc l'objectif ici, ça va vraiment être de reconnaître et de valoriser les accomplissements de vos apprenants avec les badges. On peut avoir 6 badges. Pour nous, vraiment, les 6 badges qui sont intéressants, ça va être vraiment les suivants qu'on va vous présenter. Et l'idée, encore une fois, c'est de ne pas mettre en place les 6, mais de venir sélectionner ceux qui font le plus de sens par rapport à votre stratégie formation et par rapport à la formation spécifiquement que vous allez lancer. Donc, vous pouvez avoir des badges qui vont être dans un premier temps sur la réussite. La réussite, ça va être le nombre de personnes qui ont débuté une formation et qui sont allées jusqu'au bout. Donc, si votre enjeu, c'est d'augmenter les taux de complétion, ça peut être un badge intéressant à mettre en place. Vous avez aussi des badges d'adhésion. Là, ça va être le nombre d'apprenants qui ont débuté une formation, qui ne sont pas forcément allés jusqu'au bout. Donc là, on veut développer le taux d'engagement et également le nombre de personnes qui vont participer, par exemple, à des communautés, d'apprenants par thématique, par secteur et cetera. Et donc ça va être reconnaître aussi tous ceux qui vont venir alimenter votre communauté, puisqu'aussi aujourd'hui, c'est vraiment un vrai sujet. Comment est-ce que j'arrive à animer cette communauté-là? Donc à un moment donné, il va falloir venir reconnaître ceux qui vont poser beaucoup de questions, mais surtout ceux qui vont venir aussi y répondre. On peut avoir un 3e badge, ça va être sur les capacités. Une fois, imaginons, je ne sais pas, des formations, justement sur de la gestion de projet. On peut avoir différents niveaux, sur cette thématique-là en formation et puis à chaque fois que l'apprenant va suivre, différentes étapes, différentes formations sur ce sujet-là, il va obtenir des badges et à un moment donné, il va avoir le badge, je dirais, d'expert et donc il va vraiment être reconnu sur ce sujet-là comme expert. Ce badge-là, justement, il va falloir aussi, le valoriser. Donc il faut qu'on puisse le voir sur les plateformes, LMS. Pourquoi pas mettre aussi ce badge-là dans la signature électronique de l'apprenant, lui fournir et lui envoyer ce badge-là, dans sa signature. Pourquoi pas l'intégrer aussi dans vos annuaires, d'entreprise, pour pouvoir vraiment, encore une fois, valoriser la personne qui a suivi un maximum de formations et qui est reconnue expert sur cette thématique-là. On va avoir aussi des badges de participation. Participation, ça va plutôt être quand vous faites des formations, internes, par exemple, une formation sur, de l'onboarding. Demandez ponctuellement, en fait, à des collaborateurs d'intervenir et de présenter un sujet ou des expériences. On va avoir également des badges de collaboration. Ici, dans le cadre de la formation, ça va être beaucoup, par exemple, de mentorat
ou de participation à la création du parcours onboarding. Donc, quand vous avez un nouvel arrivant, voilà quelles sont les personnes qui ont envie d'accompagner pendant 2, 3, 6 mois ce nouveau collaborateur-là pour lui présenter les enjeux, la culture d'entreprise, etc. Et ça, il faut reconnaître aussi tous les mentors qui vont passer du temps à accompagner ces personnes-là à travers, pourquoi pas, des badges. Enfin, le dernier, qui est aussi très intéressant, ça va être sur la production de contenu. Comment valoriser aussi tous vos collaborateurs qui sont experts sur un sujet, leur donner envie de créer des mini-formations, des tutoriels, mais aussi de venir valoriser, je dirais, la production de vos formateurs internes. Donc, ça peut être très bien donc leur fournir à chaque fois des badges dès lors qu'ils vont construire un tutoriel ou une formation, mais ça peut être aussi leur délivrer des badges en fin d'année sur les 5 formateurs qui ont délivré un maximum de formations et formé beaucoup de stagiaires. Donc, il faut vraiment se poser encore une fois la question de ces badges-là et en sélectionner un, 2, 3 grand maximum, mais réfléchir surtout à comment est-ce que vous allez mettre en avant ces badges-là au sein de votre entreprise. Encore une fois, les signatures électroniques, plateforme LMS, annuaires, les réseaux internes d'entreprise, il y a plein de possibilités et il faut en discuter du coup avec votre communication, votre service interne pour voir ce qui est possible aussi de faire pour développer la visibilité. Les différents formats évidemment de badges. On parle beaucoup du badge, évidemment numérique. On a trouvé un outil assez sympa, via, Open Badges qui permet de reconnaître vraiment des badges, des certifications de formation. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu, c'est très intéressant et utile à mettre en place. Et puis vous avez aussi des badges, physiques, des pins, des écussons et cetera. Donc on va vous poser une petite question, parce que je pense aussi dans ce monde, surtout avec la Covid-19, on est, très numérique. Je pense qu'il faut aussi réussir à allier un peu, le digital et penser aussi à faire des choses, qui soient, vraiment palpables, auprès des apprenants, pour avoir cet effet un peu, waouh. Est-ce que vous êtes plutôt badge virtuel ou badge physique? Donc on vous lance une, question dans le chat. On va vous demander d'y répondre. Et pendant que vous y répondez, je vois la question de Pascal qui me demande si on a des templates de badges. Donc, il en existe plusieurs, notamment en passant par Open Badges ou internes aux outils aussi en général. Mais nous, on recommande d'en créer des personnalisés à la culture de l'entreprise. Donc aussi avec tout un enjeu de marketing de la formation. Il faut que vous ouais, que vous utilisiez au maximum, je dirais, bah, vos couleurs d'entreprise. Peut-être que votre université d'entreprise a son propre logo, ses propres couleurs. Donc voilà, ça va toujours être de personnaliser, customiser chaque badge par rapport à vous, pour qu'on reconnaisse aussi que ça vient bien de chez vous. Alors, qu'est-ce que donne le résultat du sondage, Raphaël? Alors, nous avons une majorité de virtuels, mais quelques personnes aussi qui préfèrent le physique. Mais en minorité, je dirais. D'accord, OK. Donc vous êtes plutôt quand même, numérique. OK, très bien. Alors, je relaisse la parole à Raphaël sur l'économie virtuelle. Alors, l'économie virtuelle, là, on s'attaque à un levier qui vient vraiment davantage des jeux vidéo, où on va vraiment s'immerger dans un univers. Donc, donc l'économie virtuelle, ça consiste Betty, est-ce que tu peux- à imaginer une économie alternative dans laquelle il y a une monnaie qui peut être dépensée en échange de services ou de produits. Vous pouvez par exemple imaginer aux jeux vidéo où on gagne des jetons ou autres qu'on peut ensuite dépenser pour obtenir autre chose. Comment faire? Donc on s'est penché un peu sur le process. Ça va être dans un premier temps de définir la monnaie. Donc quand on parle de monnaie, on pense tout de suite à de l'argent, mais il y a plein d'autres manières d'imaginer de la monnaie. Et sur ce point-là, on vous invite, nous, à vraiment réfléchir en fonction de votre univers de formation et du marketing de la formation. Par exemple, si vous travaillez dans la construction, vous pouvez les appeler des bricks, par exemple. Je réfléchis en parlant, mais c'est l'idée. Dans un second temps, il faut définir les gains. Et ce sera la slide juste après, mais c'est à vous de vous dire qu'est-ce que j'ai envie que nos apprenants puissent acheter avec cette monnaie. Dans un troisième temps, il faut définir les prix de chaque gain, parce que tous les gains ne se valent pas. Et enfin, les actions pour gagner de la monnaie. Et là, vous pouvez faire le lien avec différents leviers techniques qu'on a présentés. Par exemple, un concours, un des gains, ça peut être aussi une certaine somme de votre monnaie. Quel gain choisir? Alors, on a aussi imaginé une matrice ici, avec dans l'axe matériel ou immatériel, et ensuite interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise.
Dans un premier temps et de manière assez classique, on pense à ce qui est matériel et interne à l'entreprise. Donc à savoir ce qui va être, par exemple, les goodies, des produits. Par exemple, si vous travaillez pour une marque de cosmétiques, vous pouvez offrir, des produits à vos apprenants. Ensuite, il y a les matériels, mais externes à l'entreprise. Typiquement, les coffrets cadeaux, par exemple, pour un concours pour Noël, vous pouvez offrir, des boîtes de chocolat ou autre et ça peut être aussi des bons d'achat. Typiquement, nous, c'est quelque chose que l'on a fait sur, notre calendrier de l'Avent, où on a fait un concours qui permettait de gagner des bons d'achat pour acheter des livres d'occasion. En plus, on avait cette idée vraiment de trouver des cadeaux qui soient à la fois matériels et assez, je dirais, écologiquement responsables. Donc on a trouvé que c'est une bonne idée, le livre d'occasion. Vous me direz si vous, ça vous parle, ou non. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ensuite, on peut passer sur l'immatériel. Donc là, on vous invite vraiment à essayer de réfléchir en termes de services, de temps, de compétences, car c'est des choses que l'on peut mobiliser assez facilement, mine de rien, au sein de l'entreprise et qui permet de récompenser, valoriser les collaborateurs. Par exemple, ça peut être des formations un peu exclusives, du coaching en one-to-one, offrir par exemple 30 minutes de coaching auprès d'un service ou d'un manager en particulier, un événement VIP. Ça peut être une discussion, un déjeuner avec un haut manager dans l'entreprise ou également une séance photo. Nous, on a déjà vu faire des séances photo LinkedIn avec un photographe et un fond pour des collaborateurs. Ensuite, on a l'immatériel et externe à l'entreprise où là, on va rentrer sur de l'expérientiel vraiment avec du team building notamment, donc réalité virtuelle, escape game. Je vois Bélina qui dit une cure de thalassothérapie, ça fait la transition avec immatériel et externe, voire matériel, et ce qui serait un cadeau royal. Voilà pour ce qui est de l'économie virtuelle. On vous invite à réfléchir vraiment à tout ce que vous pourriez offrir et la monnaie que vous pourriez développer. Betty va prendre la suite sur le temps. Est-ce que vous m'entendez? Je suis plus en mute? OK. Donc 5e technique, assez simple aussi, ça va être le temps. Le temps, mais comment? Donc utiliser des mécanismes qui vont inciter les utilisateurs à agir vraiment dans l'instant présent. Je dirais qu'il y a eu, beaucoup d'erreurs qui ont été faites, alors avant la Covid-19, mais surtout pendant, où beaucoup d'universités se sont dit: «OK, bah, je vais acheter, 300 contenus, e-learning, les déposer sur ma plateforme LMS. C'est à disposition de mes apprenants et puis j'espère me réveiller demain matin en voyant que 50 de mes collaborateurs se sont connectés à la plateforme et ont lancé au moins une formation». Donc ça va être une erreur puisque enfin, je pense en tout cas que tous ceux qui ont pu faire ça se sont rendus compte qu'il y avait quand même très peu de taux d'adhésion et de taux de complétion. Par rapport à ce temps-là, justement, si vous essayez de définir, bah, chaque mois ou chaque semaine, je fais une communication, il y a une nouvelle formation qui est accessible du 1er février au 28 février. Pour les apprenants, ça va vraiment être différent. Ils vont se dire: «Bah, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je suive la formation». Donc ça va leur donner davantage envie d'aller la faire puisqu'ils vont se dire: «Bah, si je la fais pas maintenant, après ce sera vraiment trop tard». Donc c'est déjà plus intéressant pour eux et plus engageant que de leur dire: «Bah, allez sur la plateforme LMS et allez découvrir les 300 contenus». Ils vont pas savoir vers où, aller. Donc venez sélectionner des contenus qui peuvent intéresser vraiment tout le monde en faisant une communication, en disant: «Voilà, telle formation est accessible de telle date à telle date». Pourquoi pas derrière enchaîner avec, pourquoi pas, oui, un concours ou une compétition à l'intérieur en plus de votre formation et cetera. Donc ça, je dirais que c'est vraiment déjà, dans un premier temps, au niveau macro, vraiment au niveau du service de formation où c'est à vous de définir ce degré d'urgence, par rapport à vos enjeux au sein du service et créer ce sentiment auprès des apprenants, voilà, d'instant T, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, ça peut se jouer vraiment au niveau micro, au sein de vos formations. Je suis persuadée que vous, utilisez tous quand même, des quiz, différents quiz, mais pas forcément avec un temps imparti. Si vous venez là, on vous a mis un exemple, trouver le jeu, des 7 erreurs, vous avez, 2 photos, vous pouvez très bien faire ce jeu-là et derrière, si vous rajoutez, bah, vous avez 30 secondes pour le faire, ça ajoute tout de suite une gamification et un peu d'adrénaline où voilà, je sais qu'il faut que je le fasse vite, il faut que je me concentre, que je sois hyper attentif. Alors que si j'ai un quiz, bah, je prends mon temps, tiens, je vais prendre mon café, j'ai un appel téléphonique, donc je décroche et cetera. Donc vraiment, c'est des choses très simples, mais rien que d'ajouter cet aspect temps va changer quand même les choses par rapport à l'apprenant, à son apprentissage.
On parle vraiment de minuteur. Attention, on n'a pas voulu parler de chronomètre. À l'inverse, par exemple, si vous dites, «Je récompense la personne qui va suivre, la formation en un temps record», il va cliquer sur suivant, suivant, suivant et on va vraiment perdre toute la qualité. Donc l'objectif, c'est pas, d'aller non plus trop vite. Quand vous allez, timer, ajouter ce minuteur-là, il faut se dire: «Bon, c'est réalisable en 20 secondes minimum et en maximum, c'est 1 minute». Mais pas ajouter en effet ce chronomètre-là où on va perdre vraiment, en qualité. 6e et dernière technique, Raphaël. Et la sixième et dernière technique, c'est les easter eggs. On vous en a donné un petit aperçu déjà dans le post LinkedIn qu'on avait fait sur le sujet, on va revenir dessus juste après. Mais l'easter eggs, c'est une technique qui consiste à cacher des éléments, ici dans les supports pédagogiques, dans le cadre de la formation, de sorte qu'ils ne soient visibles qu'aux apprenants qui les scrutent minutieusement. Donc c'est une technique qui vient des jeux vidéo, où vraiment les joueurs étaient amenés à creuser le jeu vidéo, à chercher pour trouver des petits clins d'œil laissés par les développeurs qui viendraient récompenser les joueurs les plus assidus. Dans le cadre de la formation, donc d'abord, de manière générale, en exemple d'easter eggs, on retrouve le T-Rex Game ou Chrome Dino. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais lorsqu'on n'a pas accès, par exemple, à Internet depuis Google Chrome, si vous tapez sur votre barre d'espace, vous avez accès à un jeu où vous êtes un petit dinosaure qui doit sauter des obstacles. Donc ça, c'est un exemple d'easter eggs laissé par Google et qui est maintenant un des jeux les plus joués au monde, j'ai vu de manière assez surprenante. On a également notre post LinkedIn. On a tenté de manière très basique de mettre un easter egg. Donc si vous regardez les lettres en gras, vous pouvez retourner sur le profil de LinkedIn si vous ne l'avez pas vu, mais les lettres laissées en gras dans son post viennent faire un message. Et dans la pop culture aussi, on entend parler des easter eggs, par exemple dans le film Ready Player One. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment toute l'histoire, le scénario est basé sur la recherche d'un easter egg. Dans la formation, comment cacher un easter egg? Donc comment vous pourrez faire? Nous, on s'est dit qu'on pouvait partir des 5 sens. A priori, donc dans un premier temps, la vue, à savoir laisser du texte caché dans vos formations. Ça peut être également des images cachées. Ensuite, il y a également l'ouïe, où vous pouvez laisser des sons, donc des petits indices dans les sons, que ce soit dans vos podcasts, dans vos vidéos, dans vos jeux. Et enfin, le toucher, donc même dans une problématique digitale, on va être sur le clic, par exemple, donc cliquer sur des liens cachés, par exemple, des liens cliquables, des boutons cachés sur le LMS ou des activités. Où les mettre. Ensuite, ces easter eggs, parce que c'est pas évident non plus de se dire bah, où on les met. Nous, on vous recommande de partir aussi de vraiment réfléchir au cadre avant, pendant, après, pour pouvoir voir où vous pouvez mettre ces easter eggs pour vos apprenants. Avant, cela peut être directement dans les communications du service formation, mettre des messages cachés, mais ça peut être aussi le questionnaire d'auto-positionnement. Pendant, ça peut être évidemment filé dans les vidéos, les podcasts, les ressources pédagogiques, mais également dans l'animation de vos classes virtuelles. Et enfin, après, et là c'est vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve, ça peut être dans les questionnaires de satisfaction ou dans les fiches de synthèse. Pourquoi, par exemple, dans les fiches de synthèse, on sait tous et toutes qu'on met souvent beaucoup de temps à faire ces fiches de synthèse, mais qu'elles sont assez, je dirais, consultées assez rapidement, voire peu. Mais si vos apprenants savent par exemple qu'il y a des petits indices ou autres, ça les invite à venir les scruter plus minutieusement, passer davantage de temps dessus et donc s'en imprégner davantage. J'ai une question sur est-ce que ces easter eggs doivent avoir un but pédagogique ou juste humoristique? Alors, ça peut être les deux. Donc c'est sur la question de qu'est-ce qu'on offre comme easter eggs. Ça peut être offrir des ressources complémentaires, par exemple une mind map, des fiches plus poussées, mais ça peut être aussi juste des clins d'œil humoristiques. Et je dirais parce que la chose la plus principale dans l'easter egg, c'est de garder en tête que vraiment le plaisir vient dans le fait de chercher. Donc je dirais de manière générale, essayer de combiner un peu les deux, la pédagogie, donc avec mind map, mais ça peut être aussi montrer les coulisses du service formation, de la création d'une formation, ou juste vraiment de manière humoristique. On avait une question de Pascal aussi sur des temps complémentaires ou des supports spécifiques
pour les collaborateurs en situation de handicap. Est-ce que c'était sur la gestion du temps, Pascal? On va le temps que vous répondiez, oui. Betty va prendre cette première question, je pense, dès qu'on a fini, et je vais, pour ma part, conclure. Donc, on a vu ensemble les 6 techniques. Donc, la compétition, le concours, les badges, la gestion du temps, l'économie virtuelle et les easter eggs. Vous remarquerez qu'on ne vous a pas donné le plan d'emblée. Donc, l'idée était là aussi un peu d'essayer de maintenir votre attention. Donc, il y a toujours cette idée qu'on ne connaît pas tout, on a envie de savoir davantage. Maintenant, vous connaissez les 6. Et pour conclure, donc les techniques, ce ne sont pas des paillettes. Ce qu'il faut savoir avec la gamification, c'est que c'est quelque chose à prendre vraiment de fond. Donc c'est toute une des problématiques à imaginer en amont dans la conception. C'est pas des techniques que vous viendrez plugger directement. Si l'expérience en tant que telle n'a pas été imaginée en amont, ça rendra pas vos formations gamifiées. Mais c'est tout de même des techniques que vous pouvez prendre en compte tant dans la conception de vos activités que l'animation de vos communications apprenantes, de vos communautés apprenantes. Donc c'est pour ça qu'on a estimé bon de vous les présenter pour améliorer vos conceptions et communications. On en vient maintenant au temps des questions. Vous pouvez les mettre dans le chat et je pense que je peux laisser la parole à Betty pour cette première question sur la gestion du temps, le temps complémentaire et le support spécifique pour les personnes en situation de handicap. Alors, merci Raphaël. Alors, je suis pas experte, hein, en toute transparence sur tout ce qui va être formation en fonction des types de handicap de vos apprenants. Je pense justement que par rapport aux différents handicaps que vous allez avoir, il y a toute une conception qui sera en effet totalement différente. Sur la partie gamification, je pense simplement que, par exemple, pour quelqu'un qui serait un malentendant, enfin, ou malvoyant, je ne sais pas, peu importe, on va prendre quelqu'un qui est malvoyant. Vous pouvez très bien aussi essayer de travailler davantage la gamification, je ne sais pas, sur du code Morse, sur du podcast, pour essayer de trouver des sons et en faire un mot. Mais je ne serais pas suffisamment experte là-dessus pour vous donner vraiment des billes et y répondre vraiment de façon un peu plus concrète. Donc là-dessus, je suis désolée, nous on suit beaucoup de formations en ce moment chez Innova Academy justement là-dessus. On arrive à couvrir en effet le handicap pour les malvoyants, malentendants également, mais pour les autres, c'est vrai que je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, à part essayer de concevoir vraiment des formations avec à chaque fois podcast ou vidéo, toujours sous-titrage ou la retranscription du podcast en mettant pourquoi pas des easter eggs après dans la retranscription du podcast ou directement dans le podcast avec encore une fois, je pense à du code Morse, etc. C'est des choses qui peuvent quand même se mettre sur la partie, gérer aussi minuteur. On peut mettre un décompte aussi par moment, il vous reste 5 secondes, 10 secondes. Voilà, c'est des choses qu'on peut, j'imagine, quand même très facilement mettre en place et adapter pour ces personnes-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Effectivement, on a une nouvelle question de Lynn qui demande quel est notre avis sur les outils pédagogiques qui ont la forme de livres dont tu es le héros peut-être, j'imagine. Est-ce qu'on a des conseils? Donc moi, ce qui me vient en tête, c'est le parallèle un peu avec les serious games, si je me trompe pas, où vraiment on incarne un personnage et nous pouvons choisir différentes trajectoires au fil du temps. Est-ce que Betty, ça te parle de la même façon? Est-ce que tu aurais des idées? Non, j'en ai pas plus que toi. Je vois pas d'autres choses plus particulières là-dessus, à part en effet les escape games, avoir toujours un personnage qui est mis en avant et que vous allez retrouver tout au long de votre formation, même pour une formation blended. Mais non, j'ai pas d'autres exemples. Effectivement, comme l'a dit Karine également, il faut travailler les scénarios de rebranchement et le storytelling. Ensuite, j'imagine que vous pouvez plugger différentes techniques que l'on a mis, par exemple, intégrer des petites compétitions à l'intérieur entre joueurs. Mais c'est quelque chose vraiment qui se fait en amont dans la conception. On a une autre question de Nora qui demande quel outil pour créer des escape games. C'est quelque chose qui te parle, Betty, il me semble. Donc oui, bon, il y a plusieurs outils. Je pense qu'il y a des outils très complexes, beaucoup plus aboutis et d'autres plus simples. Le premier, le plus simple, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, ça va être Genially. Vous allez retrouver déjà des templates prédéfinis où je dirais en l'espace de une semaine, vous pouvez concevoir votre escape game très facilement dessus. On peut ajouter en effet du code Morse. Enfin, il y a beaucoup de possibilités
possibilités sur Geniali avec des templates, encore une fois, qui sont préécrits. Donc très sympa à mettre en place. Je dirais que le plus complexe sur l'escape game, c'est de créer déjà son storyboard et le scénario. Après, on peut très bien en faire également sur Articulate Storyline. Là, vous y allez passer évidemment un peu plus de temps puisqu'on a beaucoup moins de templates. Vous pouvez aussi très bien en faire à l'intérieur de vidéos même interactives, hein, où c'est pas forcément linéaire. Donc à travers une vidéo, vous pouvez poser plusieurs questions, différentes questions, sur lesquelles vos apprenants peuvent répondre aussi simplement en écrivant questions ouvertes, en enregistrant une vidéo, en enregistrant uniquement leur voix. Donc il faut, ouais, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Nous, on utilise en effet Geniali, Articulate Storyline et la vidéo interactive pour changer et créer des escape games assez ludiques. En un temps donné. On a remis par contre la partie temps pour gamifier encore plus les escape games. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Une question de Karine qui demande, quand on détourne un jeu existant, genre Monopoly, dans un but pédagogique, est-ce que pour vous on est dans de la gamification? Le conseillez-vous? Alors c'est des problématiques sur lesquelles on travaille. Excusez-moi. C'était des questions que la question de Karine, quand on détourne un jeu existant, genre Monopoly, dans un but pédagogique, est-ce que pour vous on est dans de la gamification? Le conseillez-vous? Donc ce sont des problématiques qu'on se pose beaucoup, nous aussi, avec différents jeux. Par exemple, on y réfléchit pour le jeu de loi, par exemple, ou des pendus. Et j'aurais tendance à dire que ça peut être tout à fait pertinent en lien avec vos objectifs pédagogiques et votre contenu. Donc l'idée n'est pas de prendre ce jeu et d'essayer de forcer le contenu dessus un peu, mais de voir votre contenu et de faire un peu l'état des lieux et voir quel type de jeu vous pourriez mettre dessus. Et si en effet un Monopoly est tout à fait adapté, on le recommande. Ce serait pour ma part ma recommandation. Betty, est-ce que tu t'aimerais compléter? Non, je suis d'accord avec toi. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la ludopédagogie. Donc, si le Monopoly vous permet en effet de transmettre des messages et d'atteindre des objectifs, oui, ça va rentrer dans de la gamification. Après, je pense surtout quand on va parler Monopoly, normalement, vous êtes aussi dans de la compétition. Enfin, il y a un challenge, on joue pas tout seul. Donc, on rentre encore une fois dans une compétition. Après, vous pouvez très bien mettre derrière, si vous arrivez à atteindre les 100 points, alors vous avez un lot à la clé ou un badge. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut le compléter aussi, mais avant tout, c'est se poser la bonne question. À quel objectif pédagogique je vais répondre à travers ce jeu-là. Mais en tout cas, oui, ça fait partie de la gamification. D'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Andrea, est-ce que tu as vu d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? N'hésitez pas à remettre vos questions, on a eu beaucoup de messages. Et je pense que alors on a Elsa qui est en train d'écrire. Donc il en existe beaucoup. On pourra vous envoyer de toute façon après ce webinaire-là, on va vous envoyer le replay, mais notre support également de présentation. Et puis, si vous voulez, quelques ressources, en effet, quelles ressources est-ce que nous avons lues pour trouver et vous présenter ce webinaire-là? Merci Gaëlle. Et on a toujours Elsa qui est en train de taper. A priori, ça va être un long message. Quel jeu utilisez-vous et à quoi jouez-vous chez vous? OK, alors moi, je joue beaucoup au 6 qui prend. Je joue beaucoup au double, au Uno, au Trivial Poursuite et voilà pour ma part. Raphaël? Moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup dernièrement qui s'appelle Anabi et que je vous invite à aller voir un peu de quoi il s'agit parce que c'est un jeu de coopération. Donc, on on s'affronte pas entre joueurs, mais on joue ensemble pour essayer de gagner le jeu. Et également, ce qui est intéressant dans ce jeu Anabi, c'est qu'il permet d'éviter ce qu'on appelle l'effet leader. Donc, une personne qui prendrait un peu le lead sur le jeu pour le mener à sa manière. Donc, ça permet à la fois de faire la coopération et d'inclure tout le monde. Et je trouve ça très intéressant en termes de pédagogie et d'inclusion. Il y a une autre question de Karine, ce qui permet d'enchaîner. Est-ce que tous les publics d'apprenants accrochent à la gamification? Ou est-ce qu'il y a des résistances? Ah, ça a l'air de parler à Betty. Ça va nous parler à tous les 2. Il faut déjà savoir qu'il y a différents types, en fait, d'apprenants. On n'est pas tous attirés par le même type de gamification. Il y en a qui vont détester la compétition en duel.
qui ont peur de se rabaisser ou voilà, qui n'aiment pas forcément ça. Il y en a d'autres qui vont être très, en effet, dans, bah, la partie, monnaie où je peux acheter quelque chose derrière. Donc en fait, il y a vraiment différents types d'apprenants et justement avec Raphaël, on a pris le parti pris de vous présenter les techniques avant de vous présenter, les apprenants. C'est un webinaire qu'on pourrait justement faire parce que le sujet est très vaste et donc ça dépend de chacun. D'où la question de vous poser la question, vraiment Mmh. de savoir, de bien connaître votre public, cible, quand vous êtes sur la conception de votre formation. Si vous êtes, une formation à destination des commerciaux versus une formation à destination, je ne sais pas, du service communication ou RH, vous n'allez pas du tout vous retrouver sur les mêmes, styles de gamification. Exactement, je rejoins Betty sur l'importance de vraiment définir sa cible, comprendre sa cible d'apprenant et pour tenter de cerner un peu le profil de vos apprenants, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle notamment la typologie des joueurs de Bartle, qui permet d'identifier 4 profils, les tueurs, les accomplisseurs, les explorateurs et les socialisateurs. C'est quelque chose, comme l'a dit Betty, sur laquelle qu'on aurait aimé approfondir dans ce webinaire, mais pour lequel on n'a pas eu le temps, mais c'est prévu peut-être d'en faire un prochainement sur ces sujets-là. Une question de Jean Bertrand, je parlais du jeu Anabi. Je vous l'écris en commentaire. Voilà. Pas d'autres, Elsa qui nous écrit aussi. Merci, mais de rien, avec grand plaisir. Donc pour les prochains, en tout cas, donc on va vous envoyer le replay, le support encore une fois. On vous proposera évidemment de participer au prochain webinaire. De notre côté, on va essayer d'en organiser un par mois. On vous proposera et à travers un questionnaire qu'on va vous transmettre à la suite de ce webinaire-là, n'hésitez pas à nous faire part des sujets qui pourraient vous intéresser aussi. On va en proposer, mais il y aura des questions ouvertes. Donc n'hésitez pas à nous remonter un peu les sujets qui vous intéresseraient, qu'on puisse, travailler sur des sujets qui vont avoir un impact et servir, à vous, par la suite. Un grand merci, on vous souhaite une bonne journée, une belle semaine et n'hésitez pas si vous avez, d'autres questions, voilà, sur des outils, quoi que ce soit, on reste à votre, dispo. Raph? Merci à vous tous d'avoir été présents pour vos questions. C'était super intéressant de réfléchir à tout ça avec vous et on espère vous revoir très vite. Bonne journée. Au Merci, revoir. au revoir.